Bienvenue, Samir Sahraoui. Merci. Je rappelle que vous êtes président de Chorus Consulting et ancien directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Oui. On va parler tourisme aujourd'hui, Oui. mais avant cela, je vous propose de débattre, parce que j'ai envie de savoir un petit peu ce que Samir Sahraoui pense du climat économique ambiant. Oui. Boulahfil Alami, ministre de l'Industrie, a fait une intervention lors de la première édition de l'université d'été de la CGM en faisant plein de déclaratifs, y compris en disant que haro sur le négativisme, parce qu'on était en train de se mettre une corde autour du cou, qu'on serrait et qu'il n'y avait pas lieu de. Donc est-ce que c'est un sentiment aussi que vous partagez, vous êtes plus nuancé? Écoutez, à mon sens, cette déclaration, en disant cela, haro au négativisme, je pense qu'il est dans son rôle. Dans son rôle d'acteur majeur dans l'action gouvernementale. Il faut reconnaître que des chantiers importants sont en cours d'accomplissement ou ont été accomplis. Maintenant, ce sentiment général de morosité ou de négativisme, comme pour reprendre le mot qui a été dit, je pense qu'il s'explique quand même. Il s'explique par plusieurs facteurs. Peut-être un premier facteur, c'est une activité économique, j'ai envie de dire, au ralenti, surtout pour les PME et les TPE, pour lesquels d'ailleurs des actions ont été annoncées, il me semble, hier par le nouvel le délai de paiement, et puis c'est trouvé aussi un Small Business Act aussi par le Mohamed Ben Oui, Charoun. oui, Small Business Act maintenant, vous savez, on parle de TPE, on parle de PME. TPE, c'est un tissu économique très particulier. TPE, ça va de la quincaillerie jusqu'à la petite agence de service. Les mesures proposées sont intellectuellement très intéressantes, mais sont-elles décodables, sont-elles compréhensibles par les gérants de ces TPE? Il me semble que le problème est beaucoup plus un problème de préparation des gérants. C'est-à-dire qu'il va falloir de la pédagogie. À la gestion, c'est ça, à la pédagogie. Ils ont leur façon de gérer, et peut-être faut-il trouver des systèmes qui s'adaptent à leur façon de gérer plutôt que de copier-coller des solutions qui ont fait ou qui n'ont pas fait leurs preuves ailleurs. Mais pour revenir à la question du négativisme, il y a le chômage persistant, le chômage des jeunes qui est là. Un chômage structurel de toute façon de 9,5% depuis des années. Et la solution à cela n'est pas dans des mesures telles que celles qui sont annoncées, mais c'est un problème profond qui a ses racines historiques dans le temps et qui reviennent à la préparation de la jeunesse à la vie active. Donc c'est surtout ça essentiel. Mais pour finir sur cette introduction et sur le négativisme, je me demande si cette morosité, ce négativisme, ce discours qui circule actuellement dans les salons, dans la presse, etc., si ce n'est pas en fait la société civile et le tissu économique qui prend le relais pour s'exprimer du fait d'absence de communication, de discours du gouvernement lui-même sur son action. Nous avons un Parlement qui ronronne, dont les discours et les débats n'intéressent quasiment plus personne, et nous avons un gouvernement avec, d'un côté, un pan qui est dans le marketing populiste, et de l'autre, un pan qui est un petit peu, et vous ne voyez là aucune allusion péjorative, mais un peu dans le star system. Donc nous sommes avec deux tendances lourdes en fait. Voilà, deux tendances dans un même gouvernement avec un flux tendu à l'intérieur. C'est-à-dire que une certaine incompatibilité, parfois même manifestée, parfois même... On l'a vu tout récemment, le bras de fer PJD voilà. et RNI par exemple, Voilà. sans citer les Donc formations en l'absence d'un discours politique clair, d'une feuille de route clairement communiquée, à l'absence de débat télévisé, comme on le voit en Europe, avec des ministres qui viennent défendre leur bilan, ou un ministre, deux personnalités de courants politiques différents qui discutent et qui débattent. Donc il n'y a pas de lisibilité. Alors qui c'est qui prend le relais du challenge, et j'ai envie de dire de l'opposition? C'est la société civile et c'est le tissu, et les acteurs du tissu économique. Donc quelque part ce climat de morosité pour vous il est alimenté ou en tout cas exprimé parce que c'est pour parer en fait une espèce de vide parce que la nature a de l'exécutif et Absolument. en tout cas des politiques publiques qui ne sont pas expliquées ou qui ne sont pas... Absolument. Donc vu de cet angle-là, moi je trouve que c'est plutôt ça. D'accord. Qu'il y ait quand même une expression, un dit, un mot,
une expression, un point de vue contraire. Et à ce moment-là, c'est plus du challenge que du négativisme. Voilà. Donc pour vous, c'est pas qu'une question d'état d'esprit. Et voilà. Non. Le Marocain est résilient. Le Marocain est résilient. Il l'a prouvé sur plusieurs aspects, sur plusieurs chantiers. Je pense que c'est la résilience du Marocain qui fait qu'on continue d'avancer. Dire comme ça que nous sommes dans le négativisme, c'est un petit peu simple. Donc vous considérez, vous, qu'il est temps que l'exécutif, que les responsables politiques et publics réinvestissent un peu l'espace public? C'est clair, nous avons besoin d'une cohérence politique d'abord. Nous avons besoin d'un discours qui soit clair, qui soit audible, qui soit décodable, qui soit simple, pour expliquer aux Marocains où on va. On reproche aux Marocains de dire tout le temps on ne sait pas où on va. Ben, s'ils disent on ne sait pas où on va, c'est parce qu'on ne leur dit pas où on va. Et entre ne pas leur dire où on va et ne pas leur dire ce qu'on fait aussi, c'est ça en fait les deux, ce qu'on fait. Les deux aspects. Et non seulement ce qu'on fait, mais voilà pourquoi on le fait. Et voilà la perspective, voilà le cap. Là, et ça sur les divers secteurs de l'économie. Je parle d'économie de façon générale, et c'est vrai pour les services, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le tourisme, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Je veux dire, c'est vrai pour tout. Et quand on n'entend pas, on ne sait pas. Et du coup, on se dit, voilà, il ne se passe rien, ou ils ne pensent pas à nous, ils ne font pas. Voilà, non, il se passe l'inquiétude. La conséquence, c'est l'inquiétude. Je veux dire, quand on ne sait pas, on s'inquiète. On ne sait pas, pendant un certain temps, ok, on fait avec, et après on s'inquiète. Et d'où cette effervescence de messages et d'interrogations qui sont posées et qui sont, à mon sens, légitimes. Aussi bien au plan social, d'ailleurs, toutes les revendications sociales actuelles, qu'au plan économique. Et juste pour revenir sur la déclaration de Moulay Hafid Alami en qualité de ministre de l'Industrie, lui qui dit, ben voilà, moi en tout cas le secteur industriel, en tout cas l'industrie automobile, se porte bien, il y a des résultats, les 100 milliards de dirhams à l'export, dans lesquels je me suis engagé, l'intégration 60%, bref, voilà. C'est bien. Donc là, c'est un ministre de l'Industrie, est-ce qu'il est audible selon vous quand il dit ça ? Oui, absolument. Et c'est tout à l'honneur de l'économie marocaine. Ce sont des réalités qui ont été dites, je veux dire, qui ne sont pas remises en question. Mais il s'agit là d'un projet particulier, d'un pan particulier, d'un secteur industriel qui est celui de l'automobile, mais quid du tissu économique marocain. Et le tissu économique marocain, c'est la PME et la TPE. Je veux dire, au plan fiscal, par exemple. Quelles innovations on va apporter au plan fiscal? Comment va-t-on alléger la charge fiscale de ces TPE et de ces PME? Comment est-ce qu'on va leur permettre de croître, de grandir, de se développer, en fait, de trouver des relais de croissance? Voilà, ce sont là des questions auxquelles, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Est-ce que, selon vous, il pourrait y avoir des réponses dans le futur projet de loi de finances 2019 qui va être présenté dans les jours prochains? Je l'espère, mais de mon point de vue... La question fiscale a été plus ou moins évoquée, de revoir un peu les exonérations, la dépense fiscale, qu'il y ait un arbitrage à nouveau qui soit fait. Dans ce sens, peut-être pour encourager la TPE d'un point de vue fiscal. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, mais j'observe et donc j'ai un ressenti comme tout le monde. Des mesures seraient les bienvenues, des mesures concrètes, simples, actionnables, seraient les bienvenues, mais le chantier est très très long, et le challenge est énorme, et c'est un challenge sur des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, parce que le fin fond du problème, il est dans l'humain, et il est dans la préparation de l'humain à entreprendre, à faire. Et donc là, on en revient au chantier de l'éducation. Et de la formation. Et de la formation. Qui est un chantier d'actualité d'ailleurs. On a vu le chef de l'État hier s'exprimer là-dessus avec un échéancier. Absolument. De la formation professionnelle. Et ça, c'est j'ai envie de dire, le chantier du siècle pour notre pays. Et c'est une fois que nous serons bien avancés sur ce chantier, que nous aurons fabriqué un citoyen marocain qui est dans ses traditions, dans son authenticité, dans son écrin cultuel, mais projeté en tant que citoyen du monde, alerte, éduqué, informé. Travailleur, entrepreneur, et travailleur éthiquement, d'une façon éthiquement correcte et totalement correcte. À mon avis, tous les problèmes que nous constatons aujourd'hui dans notre économie disparaîtront. Le verrons-nous de notre vivant? Je ne sais pas.
En tout cas, je l'espère. Vous aussi, non? Nous l'espérons. Justement, c'est une transition parce que je faisais référence, et vous faisiez référence à l'industrie automobile, qui n'est qu'un segment de la dynamique du secteur industriel. Mais justement, c'est parce que pendant très longtemps, je faisais partie de ceux, moi, Samir Sahraoui, qui pensaient que le vrai décollage d'un secteur et d'un secteur industrialisé, ça allait être le tourisme. Et il s'avère que c'est l'automobile. Alors, est-ce que c'est l'automobile qui a été plus forte, plus puissante que le secteur du tourisme, ou c'est le secteur du tourisme qui a patiné, où il y a eu un problème technique de motorisation, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous félicite pour la transition, elle est très joliment menée. Vous savez, parlons de l'usine de Meloussa, à Tanger, et ses performances remarquables, rappelées d'ailleurs par le ministre de l'Industrie. Qu'avons-nous là? Une usine où on fabrique, où on monte des automobiles. Pour cela, il a fallu former des gens à fabriquer des automobiles. Il a fallu amener un savoir-faire européen, il a fallu des ensembliers, et on a réussi à intégrer, selon le ministre, 60% pratiquement aujourd'hui de cette industrie avec un savoir-faire local marocain. La différence avec le secteur du tourisme, c'est que le tourisme, c'est de l'humain. Et c'est que de l'humain, c'est du relationnel. On est dans l'affect dans le tourisme. On est dans la transversalité la plus absolue dans l'environnement d'un pays. Qu'il soit humain, qu'il soit d'infrastructure, qu'il soit d'accueil, d'hospitalité. On est dans de la gestion du temps libre, c'est-à-dire un temps supposément parfait, de grande qualité. Donc, il est normal, quelque part, qu'une industrie automobile qui, elle, fait appel à des techniques, à un savoir-faire, à une expertise industrielle concrète, oui, un peu à la Charlie Chaplin dans les Lumières de la ville, il me semble. Autant dans le tourisme, on est dans tout à fait autre chose. On est dans de la qualité totale au plan d'un environnement, d'une destination. Le touriste qui vient chez nous est en immersion dans un univers. Mais pourquoi l'écosystème en matière d'industrie automobile a fonctionné et l'écosystème en matière de tourisme n'a pas fonctionné concrètement? C'est ceux qui nous écoutent, parce que je me dis, il est plus dur de fabriquer des voitures, des équipements. Là, demain, ça va être la motorisation, que de faire venir des touristes et leur proposer un environnement adéquat, me semble-t-il. Précisément, oui. Parce que vous avez dit le mot écosystème. Et je passe sur la manne financière et les milliards de dirhams qui ont été investis depuis plus de 15 ans. Je pense qu'on va y venir, mais une usine automobile, oui, on est dans un écosystème industriel avec un savoir-faire précis, une expertise précise. On fabrique des automobiles. Dans le tourisme, c'est tout à fait autre chose. On administre du bien-être. On administre, encore une fois, du temps libre. C'est-à-dire une immersion dans une expérience unique de qualité. On fabrique du souvenir. Lorsqu'on administre un produit touristique, d'emblée, on commence à fabriquer le souvenir de ce séjour, de ce que sera... Qui va marquer l'esprit du touriste. Voilà, dans l'esprit du touriste. Quel souvenir va-t-il garder de cette expérience? Donc nous sommes dans deux schémas complètement différents, même si parfois il y a des croisements. Total. D'où toute la complexité du secteur touristique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est planté dès le départ? C'est-à-dire qu'on n'a pas placé l'humain, on n'a pas humanisé, on n'a pas été capable de raconter une histoire, un récit, de mettre en valeur notre patrimoine. Où est-ce que ça a péché, en fait? Vous savez, si vous recensez les 10 plus grandes destinations touristiques au monde, c'est d'abord des pays extrêmement industrialisés. C'est d'abord des pays qui sont pratiquement tous parmi les 10-15 premières puissances mondiales. C'est-à-dire des pays qui ont travaillé l'humain depuis fort longtemps, qui l'ont préparé. Ce sont des populations apaisées, ce sont des populations qui n'ont pas d'inquiétude particulière par rapport à leur santé, par rapport à au lendemain. Je ne dis pas que c'est ouvert pour tout le monde dans ces pays-là. Parce que quand vous dites ça, je pense à l'Espagne par exemple. Je crois que l'Espagne aujourd'hui, je parle sous votre couvert, c'est à peu près 70-72 millions de touristes. C'est exact. Et c'est 18% de chômage.
Donc, oui, oui. Et même quand il était en pleine crise où le chômage était monté jusqu'à 24%, il y avait malgré tout 60-65 millions de touristes. Donc, regardez l'indice développement humain en Espagne et l'indice développement humain chez nous. Je veux dire, il y a un environnement qui est propice à accueillir en son sein des populations étrangères qui vont vivre l'expérience d'une façon tout à fait sereine et puis qui vont retrouver des standards dans ces pays d'accueil qui sont similaires aux leurs. Enfin, ça dépend d'où ils viennent. Même si des fois, il y a des touristes qui recherchent un peu l'exotisme. Je pense à des destinations comme Bali ou autres. Donc, il n'y a pas forcément aussi un niveau de développement dans ces pays-là qui soit supérieur au nôtre. Et pour autant, il y a des flux importants de touristes qui s'y rendent et qui veulent quitter un petit peu leur confort de vie quotidien. C'est juste. Il y a des pays, effectivement, qui ne sont pas à des niveaux de PIB extraordinaires, mais qui proposent une offre touristique, j'ai envie de dire, originale. Si vous permettez, j'aimerais revenir, pour une raison méthodologique, sur le tourisme marocain, et sans trop m'y attarder sur son histoire. Oui. D'abord, le tourisme marocain, c'est peut-être une des plus anciennes industries de ce pays. Pour citer un organisme comme l'Office national marocain du tourisme, il a été créé en 1918. C'est vous dire que très tôt dans l'histoire de ce pays, ce secteur a été repéré comme étant un secteur porteur, une niche de développement importante et intéressante. Il y a eu les années 60, et je voudrais m'arrêter sur les années 60, c'est très important. C'est là qu'on a commencé à penser l'industrialisation, les débuts de l'industrialisation du tourisme marocain. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y avait une vision. Il y avait une vision dans les années 60. Le tourisme n'est pas né avec je pense que on va l'aborder, la vision 2010 et la vision 2020. Il y avait une vision antérieure. La vision de 2010 l'accord d'application a été signé, si je ne m'abuse, en 2001. Mais le tourisme n'est pas né ce jour-là au Maroc. Je veux dire, prenez les années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait des gens, des responsables, qui étaient à la tête de ce secteur, qui travaillaient d'une façon que je trouve très très intelligente, dans la mesure où la production de l'offre touristique marocaine était fonction de ce que les marchés demandaient. Le tourisme n'échappe pas aux règles du commerce. Il n'échappe pas à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ce qui se passait dans les années 60, c'est qu'on écoutait la demande. Et cette demande était matérialisée par deux pavés. Le premier pavé, c'est le marché, essentiellement les marchés de proximité européens. Le deuxième pavé, c'est les investisseurs, qu'on oublie souvent dans l'équation stratégique. La demande, c'était des gens comme Trigano, du Club Méditerranée, ou comme certains investisseurs américains, qui venaient chez nous et qui nous disaient, et qui allaient voir carrément le ministre. Ils disaient, vous avez un pays fantastique, on aimerait investir chez vous, vous envoyer des touristes, ou construire des hôtels, ou participer à la construction d'hôtels. Qu'est-ce qu'on leur disait? Très bien, où est-ce que vous voulez être au Maroc? Et c'est comme ça, les premières prémices, et ça c'est les prémices du positionnement. Parce que le positionnement, c'est pas nous qui devons le décréter, c'est le marché qui doit nous dire, voilà ce que nous recherchons chez vous. Et c'est comme ça que... C'est le marché qui commande, en fait. Évidemment. C'est comme ça que sont nées un certain nombre d'entreprises comme la Diafa, par exemple, comme Maroc Touriste, et qu'on a commencé à construire quelques petits hôtels, où ça, dans le sud du Maroc. Ouarzazate, Zagora, Erfoud, Qalad, Mgouna, Marrakech, mais aussi à Fès. Et déjà, on se rendait compte que ce que recherchait le marché, c'était l'exotisme, c'était le terroir, c'était l'authenticité, c'était les couleurs azur du Maroc, c'était ce contraste désert et neige, par exemple, et c'était aussi le patrimoine, l'histoire, la culture. Déjà, ça donnait le là de ce que devrait être le positionnement dominant du Maroc. Ce que devait être, vous dites. Absolument. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui, l'équation a été un petit peu renversée. Et donc, nous avions des gens qui étaient à l'écoute. Et non seulement à l'écoute, mais qui collaboraient avec le marché, avec une certaine forme d'intelligence émotionnelle, qui aujourd'hui a disparu du mindset de la gestion du tourisme marocain. C'est-à-dire disparu, c'est-à-dire que l'individu, on en a fait fi, on s'est dit on bétonne des destinations, on construit les hôtels.
C'est ça en fait que vous Oui. avez qu'on a écarté la dimension Oui, humaine en fait. cette façon de gérer, vous savez, les plus grands capitaines d'industrie touristique du monde, je citais Gilbert Trigano, mais c'est un monsieur qui était drivé par son émotion, par son intuition. Après, ils s'entouraient, bien entendu, d'analystes financiers compétents, d'ingénieurs, pour mettre en musique son intuition et pour la rendre une affaire rentable. Aujourd'hui, on a un petit peu renversé les rôles. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs, et je n'ai absolument rien contre les ingénieurs, sauf que les ingénieurs ont un mindset et ont une expertise particulière, très importante, mais qui est celle d'être un ingénieur. Des analystes financiers, aujourd'hui, pensent tourisme, et c'est très bien, mais ne se sont peut-être pas suffisamment concertés avec d'autres mindsets. Je pense à des historiens, des artistes, des gens dotés d'une expertise ou d'un savoir-faire ou d'une expérience cultuelle pour peut-être modérer un petit peu nos ambitions et nos feuilles de route. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vision 2010, si tu permets, d'avancer là-dessus? Eh bien, cette vision, d'abord, je dis et je souligne qu'elle a eu un mérite très important, c'est de créer la mobilisation autour du secteur. C'est-à-dire, voilà un secteur important. Donc fédérer un petit peu toutes les forces vives. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est à mettre à l'honneur. D'ailleurs, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Pardon? Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, on a l'impression qu'on est face à une démobilisation aujourd'hui. Démobilisation. Ouais. Mais le parti pris, si vous voulez, c'est que les concepteurs de la vision sont partis du postulat suivant. C'est que 60% de la demande mondiale, et c'est vrai, est balnéaire. C'est-à-dire les grandes vacances l'été. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs encore aujourd'hui. Ce qui est toujours le cas et qui restera le cas. Donc on s'est dit que le Maroc doit s'inscrire dans le balnéaire en termes de produits. Et offrir que 60% de son offre soit balnéaire. Le souci, c'est que il ne faut pas oublier qu'on part d'un tissu extrêmement réduit, l'heure touristique extrêmement réduit, et qu'on part d'un positionnement historique du Maroc au plan touristique, qui est celui d'une destination aventure, exotisme, dépaysement, romance. Romance, vous demanderiez à un Américain aujourd'hui à Seattle, Morocco, il vous dira Morocco, oh, adventure, romance. Laurence d'Arabie. Voilà ses référentiels, lui, dans son esprit. Donc c'était ça, la perception. Donc tout ça, on l'a un petit peu, pour ne pas dire complètement, mis à l'écart, pour une feuille de route qui s'inscrive dans les tendances du moment, les tendances mondiales. Mais c'est oublier les spécificités de notre pays. 3600 km de côte, certes, mais avons-nous les mêmes avantages compétitifs que les modèles que nous avons essayé de transposer? Je pense en particulier à Sharm el-Sheikh, en Égypte, et je pense en particulier à Antalya, en Turquie, ou Bodrum. C'est oublier que ces pays-là, d'abord, ont une offre culturelle très importante, qui fait probablement plus de chiffre d'affaires que le balnéaire lui-même. D'autre part, Sharm el-Sheikh, c'est la mer Rouge. C'est 26 degrés de température de l'eau et de température de l'air toute l'année. C'est la Turquie, on est dans le cœur de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que nous sommes un petit peu en Méditerranée qui est proche du détroit de Gibraltar. Donc nous avons des courants marins qui ne sont pas très favorables au tourisme. La mer n'est pas, on n'a pas la transparence des eaux turquoises de l'Égypte. Et donc, en revanche, nous avons des choses, une offre que nous sommes les seuls au monde à pouvoir proposer. Cette offre, c'est précisément celle qui était demandée par les tout premiers pionniers investisseurs des années 60, c'est-à-dire le terroir, l'authenticité. Moi, Samir Sahlaoui, c'est pourquoi aujourd'hui, en 2018, c'est référence à la première vision 2010, ensuite 2020, parce que c'est celle qui est l'actualité. Pourquoi on se réveille aujourd'hui, on se gratte la tête, on se dit, bon, en fait, on s'est planté de direction, on n'aurait pas dû faire ci, on a mal positionné le produit, ou le produit complètement peut-être, d'ailleurs, illisible aujourd'hui. Et pourquoi on n'a pas tiré la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt? Ça c'est... Qui a laissé pourrir la situation?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur, quand on regarde les indicateurs macro, c'est à peine 7% du PIB. Quand je vois que, si je fais un comparatif, comparaison des paraisons, avec le secteur de l'artisanat, le secteur de l'artisanat dégage beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus contributeur. L'artisanat traditionnel, on est autour de 8, 8,5 que le tourisme. Je ne suis pas sûr de... C'est les chiffres officiels dont je dispose. En tout cas, on a un PIB touristique qui stagne. Oui, il y a beaucoup d'argent qui a été investi, beaucoup d'argent public qui a été investi ces dernières années, pour un PIB aujourd'hui qui stagne à 7%. Bon, je veux bien qu'on ne se soit pas positionné, qu'on a suivi la tendance internationale, le balnéaire et autres. Pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi il n'y a pas eu pourquoi on ne l'a pas dit beaucoup plus tôt? Il y a plusieurs, c'est une vaste question, il y a plusieurs pistes de réponse. D'abord, pour confirmer ce que vous dites, c'est que Vision 2010-2020, en termes de résultats, d'impact sur la croissance du tourisme marocain, l'impact a été, je le dis en toute responsabilité, a été nul. Les 10 millions de touristes, ou 11 millions peut-être cette année, que nous recevons, il faut rappeler que jusqu'en 2000, on ne comptabilisait pas les résidents marocains à l'étranger, qui sont des touristes. On ne les comptabilisait pas à tort, parce que ce sont véritablement des touristes. Même s'ils sont marocains. Oui, au sens de la définition du touriste de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc on a corrigé quelque chose. Maintenant, quelle est leur contribution, c'est RME, à l'industrie touristique? Au plan des recettes, ils contribuent. Mais au plan de la dynamisation de l'économie du tourisme, c'est-à-dire les nuitées hôtelières, la consommation dans les restaurants, les transports, de surface, etc., excursions, ce sont de petits contributeurs. Tout ce que dépend le touriste, en fait. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que si on s'amusait à faire une courbe de la croissance du tourisme, que ce soit sur les nuitées ou que ce soit sur les arrivées internationales, c'est-à-dire les touristes étrangers de séjour, on s'apercevrait que de 1960 à 2018, le taux de croissance annuel moyen a été entre 1 et 2%. Il n'a pas bougé. Parce que nous sommes dans une démarche pull et non push. On a des embellis lorsque la conjoncture économique s'améliore sur les marchés émetteurs. Et on a des récessions lorsque la conjoncture baisse dans ces pays-là, ou lorsqu'il y a un événement dramatique majeur. Pourquoi on se réveille aujourd'hui? D'abord, on ne se réveille pas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on s'est réveillé suite au rapport. Ça dépend de qui vous parlez. Si vous parlez des pouvoirs publics, publics, oui, ils ne se réveillent qu'aujourd'hui. Et j'attends de voir le réveil. J'attends d'entendre le réveil ou de voir des manifestations de réveil. S'il s'agit du secteur privé, le secteur privé n'a cessé d'attirer l'attention des pouvoirs publics avant l'échéance de 2010. Parce qu'on voyait très bien dès 2006-2007 que d'abord le plan ne se réalisait pas comme il était prévu. Je vous donne un exemple. Vision 2010 avait décrété, je souligne le mot décrété, ça veut dire qu'on ne s'inspire pas d'un marché, mais on est dans le wishful thinking. On se dit voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vision 2010 avait prôné un objectif de 30 000 lits pour Marrakech, avait prôné un objectif de 40 000 lits pour Agadir, et ainsi de suite. La réalité fut tout autre. C'est qu'en 2010, Marrakech se retrouve, mais de loin, en tête des capacités, avec 70 000 lits. Et Agadir, à ce jour, n'a pas encore atteint les 30 000 lits en 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, l'investisseur va là où il y a un espoir de rentabilité. Et c'est pas parce qu'on dit il faut faire 30 000 lits à Agadir que tout le monde va se ruer pour construire des hôtels à Agadir. Donc oui, on avait constaté ça très tôt. Mais l'administration, j'ai envie de dire, les pouvoirs publics n'ont pas réagi. Et soit il n'y avait pas de réponse, soit il y avait, écoutez, le cap c'est ça, on continue. Même si on n'est pas bon. Même si on sent que c'est pas bon. Mieux que ça. On fait pas une évaluation. Après 2010 et à l'orée de la vision 2020, nous avons été nombreux dans le secteur privé à dire attention, il faut faire un bilan sérieux de la situation. Et ça n'a pas été fait. Honnêtement, ça n'a pas été fait. Bien au contraire, vision 2020 est arrivée avec une espèce de fuite en avant
avec 20 millions de touristes, donc toujours des objectifs quantitatifs, Ouais. j'insiste sur le mot quantitatif, parce que je voudrais qu'on y revienne, et voilà, il faut le faire, il faut y arriver. On le dit encore aujourd'hui. En 2018, on dit non, il faut continuer. Bon, maintenant il faut être sérieux, Ouais. il faut être responsable. Ce n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est qu'on avance de façon constructive. On a tous le droit de faire des erreurs, mais à un moment donné, Mais il là, faut on- les reconnaître et les assumer. Vous qui êtes un expert du secteur et du tourisme, on fait quoi aujourd'hui? On devrait faire quoi? Est-ce qu'on maintient les 5 stations à travers le pays qui ont été identifiées depuis dans la vision et le plan Azur? Est-ce qu'on stoppe? Est-ce qu'on réoriente le produit? Est-ce qu'on revient un petit peu en arrière et se dire voilà, hop, point de départ 1960 et on écrit un récit? Alors le plan Azur, Qu'est-ce le plan Azur est la résultante justement de ce parti pris de renverser l'équation produit du Maroc, qui était de 70% culturel, 30% balnéaire, pour qu'elle devienne 70% balnéaire et 30% culturel. C'est-à-dire dévier le fleuve de son lit. Ben, inverser la tendance, quoi. Mais c'est difficile, hein. Rappelez-vous, je vous disais que le tourisme, c'est de l'humain. Ouais. C'est pas on va prendre cette usine de On là, la on va déplace, la on la délocaliser déplace pour la mettre ici. à Non, Ulfa. c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que c'est un secteur hyper transversal et au cœur, il y a de l'humain et des attentes de marché qui veulent bien. Alors, pour atteindre ces objectifs décrétés, ben, il fallait des grandes capacités. Donc, les stratèges ont désigné un certain nombre de sites dans l'oriental, côté de l'Arrache, Essaouira, Dans le sud. Tarazout, etc., et qui devaient contenir une capacité hôtelière très importante. D'ailleurs, on confond souvent encore aujourd'hui hôtellerie et tourisme, parce que l'hôtellerie est un équipement au service du tourisme, c'est pas le tourisme. Le tourisme, c'est une expérience dans une destination donnée. Je ferme la parenthèse. Donc, on a créé de très grandes stations à même de contenir la capacité qui allait permettre le nombre de nuitées et d'arrivées balnéaires au Maroc. Sauf que, en faisant des stations, certaines 700 hectares, certaines 400, on n'est plus. Le rendu n'a pas été celui de stations balnéaires. Vous savez, une station balnéaire, c'est quelque chose qui doit être cosy, qui doit avoir un certain charme. Tout doit être un petit peu à proximité. C'est une jolie expérience à vivre. On se retrouve avec des chantiers qui sont ceux de villes nouvelles et non pas de stations touristiques, avec des problématiques urbaines et non pas des problématiques touristiques. Donc aujourd'hui, sur ces stations Azur, je tiens à le dire, ce sont des stations qu'il faut terminer. Il faut aller au bout. Oui, monsieur. Coûte que coûte. Il ne faut pas les abandonner. On n'a pas le droit, on s'est peut-être trompé dans les coups partis du départ, dans la conception, la taille, parfois la localisation, mais elles sont là. Plusieurs aménageurs, développeurs se sont succédés. Aujourd'hui, il y en a au moins 2 qui ont et sont entre les mains de l'État à travers son bras armé, qui est la Caisse des dépôts et de gestion, qui est en train de faire un travail, entre parenthèses, faramineux et énorme de sauvetage de ces stations. Et aujourd'hui, dans un processus de réflexion, de repositionnement de certaines d'entre elles, je fais allusion à Saïdia, sur laquelle il y a un travail énorme qui est accompli par la Caisse des dépôts et de gestion. Mais ils sont un petit peu seuls là-dedans. On va terminer. Et le privé, il est où? Aujourd'hui, c'est pas le privé. Parce que quand on cherche le privé, on a Non, aujourd'hui, c'est l'État. Et pour être plus précis, c'est le département du tourisme qui doit aider ces gens qui sont en train de se battre aujourd'hui pour terminer ces stations en les repositionnant, en leur donnant parfois à leur chercher d'autres vocations que la seule vocation balnéaire. Parce que la seule vocation balnéaire, pour certaines de ces stations, ne suffit pas. Parce que vous faisiez référence à Saïdia. Je fais référence à Saïdia, voilà, en particulier, qui est la station la plus aboutie de toutes. Et c'est une station balnéaire par définition, me semble-t-il. Oui, écoutez, non, vous savez, ceux qui ont, je dis ceux parce que je n'arrive pas à déterminer exactement qui c'est, mais ceux qui ont décidé de faire une station balnéaire là-bas, au départ, c'est-à-dire en 2003-2004, n'ont pas mesuré correctement, peut-être, les avantages compétitifs de cette station, sa localisation, par rapport à un Sharm el-Sheikh ou par rapport à un Antalya, qui étaient les modèles transposés là-bas. Pourquoi? D'abord, autant sur Tarazout, je suis optimiste, autant sur Saïdia, je ne dis pas que je suis pessimiste, parce que je sais que le travail qu'il faut faire est en train d'être fait en silence par la CDG. Mais c'est plus compliqué.
Vous savez, le Gadiri n'est pas l'oujdi. Le Gadiri, le souci est un commerçant. Donc, c'est dans son c'est un ADN. entrepreneur, c'est dans son ADN, son objectif, c'est le terri. Et dans l'oriental, c'est le... C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Il y a des conservatismes, il y a des résistances, il y a un mindset, il y a une culture qui est différente. Donc, il n'y a pas eu d'étude d'impact sociétal, déjà sur ce projet-là. Il y a eu une étude d'impact environnemental qui a montré clairement qu'il y avait des dunes, qu'il y avait un cordon dunaire, etc. Donc, on a dû faire avec. C'est-à-dire prendre des retraits très importants sur la mer. Donc, on n'est pas pied dans l'eau. Et la vocation balnéaire, elle est là, mais elle n'est pas dominante. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'il faut terminer ces stations, il faut épauler les aménageurs développeurs qui sont en train d'y travailler aujourd'hui dans le repositionnement, dans le fait de trouver d'autres vocations à ces stations, afin que le balnéaire reste un ingrédient important, mais pas que le seul. Il faut qu'il y ait d'autres. Il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait de la vie. Et il est très difficile. Toutes ces stations ont été pensées dans des localisations sans vie. Donc il faut y injecter de la vie. Comment y injecter de la vie? C'est ce sur quoi travaille la CDG. Voilà, et je voulais juste, pour finir aussi, un dernier aspect sur les principaux acteurs. Aujourd'hui, vous avez dit, voilà, il faut repenser le projet, le modèle pro du Maroc, c'est bien ça. Quitte à aller, de toute façon, il faut aller au bout des 5 stations, quoi qu'il en soit. Mais les principaux acteurs, l'ARAM, l'ONDA, l'OMNT, l'Office national marocain du tourisme que vous avez dirigé, la SMIT, on fait quoi avec tous ces opérateurs, acteurs Vous savez, dans le secteur? Est-ce qu'il est important je vois qu'il y a des... Mais bien sûr. Il y a des, voilà, on dit, voilà, ça serait bien aussi d'envisager une privatisation de l'ONDA, la compagnie nationale aussi, peut-être de voir aussi son rôle, son positionnement, parce qu'elle n'a pas forcément le même centre d'intérêt que les acteurs touristiques et que le développement du tourisme. Voilà. La SMIT serait dépassée, l'Office national marocain du tourisme, il faudrait dépoussiérer. Voilà ce qu'on entend un petit peu partout et pas que dans les salons. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, vous? Il y a un préalable Oui. important. C'est qu'aujourd'hui, il faut reprendre, franchement et honnêtement, la réflexion sur le business model du tourisme marocain. Ça, c'est un préalable à ce que vous êtes en train de dire, parce que là aussi, ce sont des mesures d'accompagnement de quelque chose d'essentiel qui est ça, c'est la vision stratégique. 2010-2020 étaient des stratégies quantitatives. On doit faire tant de lits, on doit faire tant de nuitées, on doit faire tant de ceci, tant de cela. Et il faut atteindre 20 millions de touristes. Moi, je pose la question suivante. Et c'est le PIB à 20%. Oh, à 20%. C'était ce qui avait été annoncé, je m'en souviens. Voilà. On est Il toujours à n'existe 7. pas un seul pays au monde, à ma connaissance, dont le tourisme est atteint 20% du PIB. Parce que quand on dit 20% du PIB, c'est oublier les autres secteurs et leur évolution et leur croissance. Je crois que nous sommes à 7% Oui. du PIB aujourd'hui. 9 me paraît être un chiffre raisonnable, en tenant compte de la croissance des autres secteurs et d'un PIB qui est aujourd'hui de 100 milliards de dollars, avec une projection à 200 millions de dollars d'ici 15 ans. Hein. Bon. Mais pour revenir sur le business model stratégique, je vais vous poser, c'est à moi de vous poser une question. Oui, bien sûr, allez-y. Aujourd'hui, Si je peux répondre. on fait 10 millions de touristes, Oui. dont 50% sont des MRE, pour une recette de 7 milliards. Qu'est-ce qui est mieux? Est-il préférable de faire 20 millions de touristes avec une recette moyenne par touriste actuelle de l'ordre de $600? $600 par touriste aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous faisons comme moyenne, comme moyenne de recette moyenne par touriste. Par touriste, 6 milliards, en clair. Absolument. X 10. On est bien d'accord. Ouais. Ce qui est un chiffre, un repère ou un indice très très important Bien sûr. À retenir. Est-il préférable de faire demain 20 millions de touristes avec cette recette moyenne, c'est-à-dire 12 milliards, ou bien est-il préférable de faire 10 millions de vrais touristes, c'est-à-dire 10 millions de touristes étrangers de séjour? Là-dedans, vous avez tous les marchés émetteurs sur le Maroc, et 1000 à 1200 dollars de recettes par touriste. C'est-à-dire atteindre le même chiffre C'est-à-dire que en restant à 10 millions. Samir Salaoui nous dit, en fait, clairement aujourd'hui, il vaudrait mieux faire un focus et focaliser sur les recettes touristiques générées que sur le nombre de touristes. Donc c'est pareil qu'il faut changer de cadran. Parce que je suis convaincu que ce sont les recettes qui font l'emploi et non pas le nombre de touristes qui fait l'emploi. Aujourd'hui, on dit que le Maroc est cher. Les gens vont ailleurs. Je réponds oui, il est cher. Il est cher par rapport aux produits qu'il propose.
et par rapport à la clientèle qu'il va chercher. C'est-à-dire un client qui n'est pas disposé à mettre plus de 500, 600, 700 euros dans une semaine, avion compris, et si nous, on lui demande 800, il va nous trouver cher, il va aller ailleurs où c'est encore moins cher. En revanche, si on se fixe un objectif de recettes, on oublie les arrivées, de recettes, je dis n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, 12 milliards. 12 milliards de Doubler la recette actuelle. dirhams, hein. Non, de De dollars. dollars, Je donc parle en 120, dollars. donc 120 milliards. C'est ça, 120 Voilà, milliards. 120 milliards. Aujourd'hui, on en fait 70. Hein. Donc, on double, on passe à 12 milliards de dollars. Quelle stratégie mettre en œuvre pour atteindre 12 milliards de dollars? C'est une stratégie qui impose une montée en gamme sur plusieurs fronts. Et là, je rejoins la question que vous posiez. 1, la formation. Former des compétences tourisme. Et quand je dis former des compétences tourisme, c'est pas uniquement savoir poser. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va former des Oui, compétences mais touristiques. il va falloir le faire. C'est-à-dire, On l'a dit, on l'a pas fait. C'est pas. On l'a dit, mais est-ce qu'on l'a bien pensé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a bien analysé ce qu'on Parce qu'il y a voulait, des ce qu'il nous instituts qui ont faut? été créés de formation Oui, pour les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, Oui, toutes ces j'allais choses-là. vous dire, Ouais. former non pas seulement des gens qui savent poser une fourchette et un couteau, Ouais. mais former des gens qui pensent tourisme, qui analysent. Ils sont animés, habités par le tourisme. Voilà, les doter d'une culture touristique. D'abord, les doter d'une excellente connaissance de leur propre pays. Je ne suis pas sûr qu'on connaisse tous, nous qui sont des stratèges du tourisme marocain, je ne suis pas certain qu'on connaisse très très bien notre pays et le potentiel d'offres que contient notre pays. J'en suis pas certain. Hein. L'histoire et la géographie de ce pays devraient être au cœur de l'enseignement touristique au Maroc. Apprendre aux jeunes à analyser. Le savoir-vivre, monsieur Halaoui. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir se tenir, le savoir dialoguer, parler des langues étrangères, les normes. Donc monter en gamme en termes de formation, monter en gamme en termes de produits. Et les produits, c'est quoi? C'est pas les hôtels. En tout cas, c'est pas uniquement les hôtels. C'est les expériences qu'on va faire vivre à nos touristes dans notre pays une fois qu'ils sont au Maroc. Fès, Meknès, Ouarzazate, Zagora, Erfout, Tétouan. Ce sont des destinations qui étaient oubliées depuis 2000. Complètement oubliées. On les a laissées dépérir. Et pourquoi? Quand je dis on les a laissés dépérir, il n'y a plus de promotion. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'intérêt sur la destination. On laisse quelques conseils régionaux du tourisme se battre, mais au plan central, il n'y a pas, parce qu'on s'est concentré sur le balnéaire et sur la réalisation des stations Azur. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est concentré que sur Marrakech, en fait. Même pas le balnéaire. Vous me dites qu'on s'est concentré sur le balnéaire. J'ai l'impression qu'on s'est concentré sur Marrakech. Mais là. figurez-vous Il y a peut-être la touriste que du Marrakech, pays, Marrakech est qui accueille une le ville plus sur de laquelle touristes. on ne s'est pas franchement concentré. Elle Marrakech s'est développée de manière s'est développée toute seule, parce autonome. que le business model de Marrakech est celui qui convient aux attentes. Et il faudrait peut-être s'inspirer des ingrédients de succès de Marrakech pour se dire où est-ce qu'on peut, non pas les dupliquer, mais les adapter sur d'autres destinations historiques comme Fès, comme Meknès, qui a une histoire magnifique à raconter. Dernière petite question sur les principaux acteurs. RAM, ONDA, SMI. Oui, alors, Fédération marocaine du tourisme, on en fait quoi? J'y dans venais. une perspective de réveil, de sursaut du secteur touristique. La qualité, Oui. cercle vertueux. L'aérien. J'y arrive. Oui. Cercle vertueux, c'est-à-dire que la qualité, la différence Maroc, doit être perçue par le visiteur du moment où il met les pieds dans un avion de notre compagnie aérienne Il est au Maroc. jusqu'au moment du retour. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'expérience Ouais. doit monter en gamme, y compris en cela, et les prix aussi. Et les prix aussi, parce qu'il n'y a pas de mal à être cher. Lorsque la promesse qualitative est au rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez des stations balnéaires où le prix moyen par chambre, Rachid, est de 700, 800 Oui, mais le euros. bras de fer avec les TO, avec les tours opérateurs, avec les grands tours opérateurs internationaux, c'est les espèces de places financières mondiales parce que- qui font la pluie et le beau temps. Mais parce que Ouais. nous avons été jusque-là dans une stratégie quantitative, Ouais. la course au nombre, et donc on est obligé de passer par le tour opérateur. Le tour opérateur, il te dit, vous voulez que je vous remplisse votre club, que je vous garantisse 80% de... C'est temps. Voilà, vous devez me vendre à pas plus de temps, 30 euros, 40 euros, 45 euros. Donc on remplit, mais en fin d'exercice, il ne reste rien pour rénover, pour maintenir, pour payer correctement les salariés et les compétences. L'Institut du tourisme de Tanger, 60% ne vont pas dans le tourisme, ils vont dans les banques, ils vont dans la grande distribution, parce qu'ils ne trouvent pas, le secteur du tourisme ne les paye pas suffisamment. Donc Ça aussi à repenser à ce niveau-là. Et dernière petite question. Donc la SMIT, etc. Oui. Tout cela doit se hausser au niveau qualitatif attendu. Et puis il faut simplifier. Parce que la SMI, tout ça, ça coûte cher.
c'est censé faire un job qui n'est pas fait, qui a été relevé d'ailleurs dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Et on se dit, est-ce que c'est aussi les outils, les instruments sur lesquels il faut s'appuyer pour repartir et redonner un nouveau souffle au secteur, ou est-ce qu'il faut repenser tout ce modèle-là et partir sur un modèle de partenariat public-privé? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, il faut simplifier. Il faut simplifier. La gouvernance du tourisme marocain doit être franchement revue, avec des mécanismes qui soient... C'est plus au ministère du Tourisme de faire une politique touristique, selon vous? Au contraire. Plus que jamais aujourd'hui. La responsabilité est dans ce département qui doit être doté d'une autorité importante. Et vous savez, la décentralisation, déconcentration de la politique touristique vers les territoires, etc. Franchement, je ne pense pas qu'on soit prêt. Parce qu'il faut une expertise répartie de façon homogène sur le territoire, ce qui n'est pas encore le cas. Ça viendra. Mais aujourd'hui, il faut simplifier. Nous avons un ministère, nous avons un office, nous avons une SMIT, nous avons On a tout, en fait. Oui, mais pas grand-chose est fait. Nous sommes une petite industrie. Je veux dire, on a besoin aujourd'hui encore d'un département fort qui soit stratège et qui contienne en son sein un certain nombre d'instruments dont les tâches sont bien claires et bien définies. D'un côté, la promotion, de l'autre côté, l'ingénierie. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ce soit le privé qui soit le principal acteur? Principal acteur et principal investisseur. À la limite, la promotion, ça reste dans les mains de l'État et de l'Office national marocain du tourisme, qui est en charge de la promotion et du marketing stratégique, mais que ce soit le secteur privé. Le privé est aujourd'hui l'acteur principal. Oui. C'est lui qui investit, c'est lui qui prend les risques. C'est lui qui prend les risques de construire des hôtels qui risquent de tourner à 40-50% d'occupation, ce qui est le cas dans pas mal de destinations, y compris Marrakech, qui est le business model le plus réussi aujourd'hui au Maroc. Donc le privé joue son rôle. Vous savez, le seul objectif qui a été véritablement atteint par la vision 2010 et 2020, c'est les capacités. C'est qui les capacités? C'est les investisseurs qui ont pris des risques. Mais quel accompagnement, quelle veille stratégique l'État a-t-il entrepris? On les a envoyés au casse-pipe. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu seuls. Donc, le département du tourisme doit être doté d'expertise importante, au plus haut niveau, comme au mid-management, comme dans les délégations, etc., pour accompagner, être un outil de veille, être un outil avec des voyants rouges et verts qui s'allument en fonction de l'occupation de telle ou telle ville, réveiller les villes endormies, et puis... penser stratégie et penser... Cadre de vie aussi, parce que je pense que c'est ce qui fait défaut, non? Cadre de vie? Oui. Ça dépend pour qui. Des trottoirs, des routes, des toilettes publiques, est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on n'a pas marché sur la tête? Franchement. Il ne fallait pas commencer par ça. Franchement. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas le cœur du problème. Parce que quand je dis doubler la recette, c'est quoi? C'est faire appel à d'autres segments de clientèle des marchés émetteurs du Maroc. Ce que j'appelle les experienced travelers. Ce sont des gens qui ont fait le monde entier déjà. Ils ont fait l'Inde, ils ont fait le Kenya, ils ont fait tout ça et ils viennent pour une immersion culturelle dans un pays qui est le Maroc. Qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit balnéaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de balnéaire, mais un balnéaire conceptualisé avec une ADN marocaine, non pas un hôtel copié-collé comme un autre qui existe à Marbella. Il faut être incapacité de proposer du rêve et de raconter une histoire avec un beau récit. Et mettre une dose d'intelligence émotionnelle dans le secteur au niveau stratégique. Optimiste pour l'avenir? Toujours. C'est un secteur qui repartira. Parce que de toute façon, il y aura toujours des touristes. Mais bien Donc il y aura toujours une demande. Est-ce qu'on va arriver, nous, à bien se positionner pour répondre à cette demande-là? On peut se positionner à la condition qu'on adopte une démarche intellectuelle réaliste, qu'on cesse d'être dans le wishful thinking, c'est-à-dire dans le vœu pieux, et de nous inscrire dans la réalité et de penser, vous savez, quand on pense durabilité, sustainability, etc. L'écotourisme. L'écotourisme, qui est très prôné d'ailleurs, prôné par le ministère du Tourisme aujourd'hui. Alors vouloir faire 20 ou 30 millions de touristes par rapport à une population de 35 millions de touristes, est-ce qu'on est dans la durabilité? On ne l'est pas. Donc, j'ai envie de dire, presque pour caricaturer, pour clore, le moins de touristes possible et le plus de recettes possible. Voilà, c'est ce que j'ai bien compris, c'est le fil conducteur en tout cas de votre intervention, Samir Sahraoui. D'ailleurs, en préparant l'émission hier soir, je suis tombé sur le pays qui a généré le plus de progression en matière de recettes touristiques. Oui. Vous savez lequel c'est 2018, selon l'Organisation internationale du tourisme. Le plus de recettes, vous dites? Le recette touristique, parce que j'ai vu que c'était votre pendant, c'est quelque chose que vous attachez beaucoup d'importance. Oui. Il y a un pays qui est arrivé, qui a fait la un plus pays forte d'Asie? progression. Un pays d'Asie? Non, un pays voisin que vous avez cité tout à l'heure. Dites-moi. L'Égypte.
Ben oui. Plus 77% de recettes touristiques générées sur le premier semestre 2018. Accordez-moi une minute Oui. pour appuyer ce que vous dites. Un petit benchmark. La Thaïlande. La Thaïlande fait 50 milliards de dollars de recettes pour 32 millions de touristes, c'est-à-dire une recette de 1560 dollars par touriste. Que propose la Thaïlande? Immersion expérientielle. Il y a les plages, il y a etc. Les cadres paradisiaques aussi, il y a le beau paysage. Avec des avantages compétitifs qui sont extraordinaires. Mais c'est tourisme culture et balnéaire. L'Indonésie, 12 milliards de dollars pour 10 millions de touristes. Donc ce que je dis n'est pas d'utopie, c'est-à-dire une recette unitaire de 1200 dollars par touriste. En tout cas, le modèle économique prôné par Samir Sahraoui, c'est moins de touristes, plus de recettes. Je n'ai pas envie de dire moins de touristes, je dis que le nombre de touristes n'est pas le plus important. Il ne faut pas faire une fixation là-dessus. Ce qui importe, c'est la recette unitaire par touriste. Très anglo-saxon comme vision, ça d'ailleurs. Peut-être. Merci en tout cas. C'est moi. Samir Sahraoui, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci Rachid, j'ai été honoré. Merci.